Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. La guerre est entrée dans son deuxième mois au Moyen-Orient. Elle se poursuit presque comme elle a commencé avec des frappes israéliennes sur l'Iran ces dernières heures. L'Iran qui a frappé une usine de dessalement au Koweït, au moins un mort. Donald Trump qui continue les déclarations contradictoires entre menaces et optimisme quant à la fin de la guerre. Et sur le front libanais, un casque bleu de la FINUL a été tué par l'explosion d'origine inconnue au sud Liban. Israël qui veut pousser son offensive terrestre encore plus loin au sud Liban, a dit Benyamin Netanyahou. Le pays vient d'ailleurs d'adopter une hausse de son budget de la défense. Et ce matin, avec mes invités, question posée sur le sens de la guerre, tant sur ses objectifs que l'on sait fluctuants, surtout côté américain, mais aussi sur la direction qu'elle prend. Elle devait être éclair lorsqu'elle a été lancée le 28 février dernier. Elle est entrée dans sa 5e semaine. A-t-elle vraiment changé le rapport de force tel qu'il préexistait avant le 28 février et qui avait justifié le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran? Jusqu'à quand la République islamique et ses proxys vont-ils tenir alors qu'on a vu ce week-end entrer en guerre les Houthis du Yémen? Quid de l'économie mondiale? Bref, beaucoup de sujets abordés avec mes invités ce matin, Armin Harefi, Rina Bassis, David Delos et Joseph Baoud qui est à Beyrouth et qui nous retrouvera dans un instant. Bonjour à tous, merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Rina Bassiste et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes rédactrice pour Al Monitor, correspondante de la radio israélienne Cannes ici à Paris. À vos côtés, Armin Harefi. Bonjour Armin. Bonjour. Grand reporter au Point, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. David Delos, vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à France 24. Et bonjour à vous Joseph Baoud. Merci beaucoup de participer à distance à cette émission. Vous êtes directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Au Liban, bien sûr. Où en sommes-nous après 31 jours de guerre? Vaste question, beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. On va commencer, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose sur le front, par le front iranien. L'administration Trump parle de capacités balistiques iraniennes dévastées. Armin Harefi, peut-être on peut commencer avec vous. Elles ne sont manifestement pas anéanties puisque la République islamique continue de riposter depuis un mois. Oui, effectivement, malheureusement, ce que beaucoup d'experts de la région ont souligné avant même le début du conflit est en train d'arriver, à savoir qu'on a un régime iranien qui est affaibli, notamment sur le nucléaire. On a encore eu des bombardements d'une installation à eau lourde à Arak, dans le centre de l'Iran ce week-end, mais également au niveau du balistique, avec un affaiblissement environ de la moitié de l'arsenal de 2000 à 2500 missiles balistiques iraniens. Maintenant, comme vous l'avez souligné, les missiles continuent à être lancés en direction d'Israël, en direction des pays du Golfe. La tête du régime a été décapitée, que ce soit au niveau du guide suprême Ali Khamenei que du commandement militaire des gardiens de la Révolution, sauf qu'ils ont tous été remplacés, soit par le même fils de l'ayatollah Khamenei qui est encore plus dur que son père, même si celui-ci encore, son état de santé pose question, et par de nouveaux gardiens de la Révolution qui ont pris la place d'anciens et qui, par exemple, pour le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, le remplaçant d'Ali Larijani, éliminé par Israël, M. Zolradr, est encore plus dur que le précédent. Donc on a un régime qui est résilient, qui est affaibli, qui a perdu sa tête, mais qui est toujours en place. Et encore une fois, et qui garde sa capacité de guerre asymétrique, qu'elle porte d'ailleurs bien son nom, dans le sens où ils ont moins de moyens que les Américains et que les Israéliens, mais ils ont des possibilités d'infliger des coups psychologiques assez importants, en premier lieu desquels sur l'économie internationale, avec le blocage du détroit d'Ormuz. Et c'est peut-être ça la grande chose à laquelle on ne s'attendait pas, à savoir qu'on pensait que les Iraniens bloqueraient Ormuz en dernier lieu. Or, ils ont bloqué ce détroit par lequel transite 20% du pétrole, des exportations mondiales de pétrole, dès le deuxième jour de la guerre. Et aujourd'hui, on sent que c'est la carte maîtresse de la République islamique. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi souhaiterait négocier avant tout Donald Trump pour débloquer ce nœud stratégique, à moins que il mette à exécution la menace de l'envoi de troupes terrestres. Et encore, faut-il le rappeler, troupes terrestres, 6 000 soldats,
C'est important, ça lui permettrait peut-être de prendre le contrôle de l'île de Kharg, par laquelle est exporté 90%, sort 90% des exportations iraniennes, mais ça ne permet en rien de prendre possession du territoire iranien et surtout pas de renverser le régime, en tout cas pour l'instant. On viendra bien sûr dans un instant tant sur ces négociations, discussions, que sur cette menace d'intervention terrestre américaine. Joseph Baoud, depuis un mois que les États-Unis sont face à cette guerre asymétrique dont parlait Armin Arefi à l'instant, menée par l'Iran et ses proxys. Est-ce que les États-Unis, d'une certaine façon, n'ont pas été mis en échec ? Je crois que oui, tout à fait pour le moment. En tout cas, entre votre introduction, Pauline Paccard, et les propos très précis de Armin Arefi, je crois qu'on a un bon tableau de la situation aujourd'hui. Il reste encore à ajouter justement le pendant américain. Je crois qu'aujourd'hui, au début du 5e mois de la guerre, on est devant une Amérique, devant une administration Trump qui... le 2e mois, je crois, oui, ou la 5e semaine, on est devant une administration Trump qui... hésite et même à la limite est complètement, je crois, dans la contradiction. Tout d'abord, la contradiction sur les buts réels de guerre. On ne sait plus très bien s'il s'agit du nucléaire, s'il s'agit du nucléaire, du balistique et des proxys, s'il s'agit du pétrole, s'il s'agit du régime, etc. Donc Trump n'arrête pas de sauter d'un but à l'autre et je crois que ça montre un peu le brouillage qui existe au sein de l'administration. La deuxième chose, et Armin l'a dit très bien, c'est, je crois, l'énorme surprise, mais comme pour paraphraser beaucoup d'analystes, on est surpris par la surprise nous-mêmes. La surprise face à un Iran qui a pu absorber le premier choc, qui se radicalise. Et je crois, là, je pourrais peut-être différer un tout petit peu avec Armin, c'est que je crois que la fermeture du détroit d'Ormuz était quelque chose qui était tout à fait dans les cartes. Peut-être qu'elle serait venue dans une deuxième étape, mais elle est venue assez vite. Maintenant, on parle de la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb à partir du Yémen, ce qui verrouillerait complètement la question pétrolière. L'autre chose, je crois, alors maintenant on est devant un choix américain qui est très flou. Trump aussi tous les jours et peut-être même d'heure en heure entre je peux finir la guerre ce soir en déclarant victoire et en me retirant. Bon, il peut le faire, il restera ensuite à évaluer les coûts politiques de sa décision. Coûts politiques en interne, évidemment, mais coûts politiques au niveau international, au niveau de l'image des États-Unis. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, passer à la phase 2 de la guerre, c'est-à-dire doubler la mise et surenchérir avec le risque de prendre des pertes incommensurables. C'est-à-dire que ce soit l'offensive terrestre sur Kharg, comme on le disait, ou la tentative d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force, ce qui nécessiterait probablement un déploiement naval et même terrestre à la limite, qui exposerait les forces américaines, mais qui surtout lâcherait complètement l'Iran contre les cibles civiles et infrastructurelles du Golfe. Vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a déjà une attaque contre une centrale de désalinisation. S'il y a des attaques de ce type sur d'autres pays du Golfe, 80 à 85% de la consommation en eau de ces pays serait interrompue. On rentrerait dans une catastrophe pratiquement humanitaire dans la région. À part le risque, évidemment, de ce qu'on pourrait appeler des échappements chimiques, nucléaires ou autres aussi dans la région. Donc je crois que Trump est devant des choix pratiquement impossibles et très coûteux pour lui. Soit un coût politique énorme en arrêtant ce soir ou demain et en disant j'ai gagné et je m'en vais, en laissant évidemment un Golfe et peut-être une région du Moyen-Orient dans son ensemble. On parlera du Liban tout à l'heure, complètement en jachère et complètement au milieu du gué, soit en redoublant la mise et en mettant les États-Unis dans une guerre qui pourrait devenir une sorte de guerre d'enlisement dans laquelle toute sa vie politique, il a voulu ne pas se retrouver. Donc, il est devant des choix impossibles, évidemment, avec les États du Golfe qui, aujourd'hui, ne savent plus très bien s'ils ont envie de continuer cette guerre pour couper la tête, comme ils l'appellent eux-mêmes, du serpent iranien, ou s'ils préfèrent arrêter les coups et s'en tirer de façon aujourd'hui bien imparfaite, mais qui pourrait quand même leur permettre de survivre et de reprendre leur activité économique. Et on a entendu la façon dont il a parlé du prince saoudien ce week-end, Donald Trump, on en reparlera dans un instant. Sur l'histoire sur le sujet du changement de régime en Iran, on va l'écouter, Donald Trump, parce qu'il a toujours cette façon de présenter les choses avec un satisfecit, comme si les choses s'étaient bien passées. On l'écoute.
On a déjà assisté à un changement de régime, si on regarde bien, car le premier régime a été décimé, anéanti. Ils sont tous morts. Le régime suivant a été nommé et il a disparu. Ils sont tous morts, sauf un qui a peut-être encore un peu d'espoir. Et puis, il y a ce troisième groupe de personnes qui semble beaucoup plus raisonnable. C'est véritablement un changement de régime. Rina Bassiste, c'est vrai que j'entends Armin Arefi souffler à côté de vous. Quel degré de méconnaissance de la République islamique quand il parle d'un premier régime, d'un deuxième régime, d'un troisième régime, quand on sait que c'est le régime qui se succède à lui-même. Et je voulais vous proposer cette question que Jean-Pierre Filiou a écrit dans Le Monde ce week-end. Et si Trump, finalement, n'avait pas sauvé la République islamique d'Iran en prétendant la renverser ? Bon, d'abord, je crois qu'il faut lire un petit peu plus que les premiers degrés de ce qu'il a dit. Et je crois qu'il parle ici de négociations, tout simplement. Parce que les Américains, ils ont négocié avec l'ancien régime, entre guillemets, bien sûr. Et on se souvient très bien que les Américains, Washington, a pris la décision d'attaquer l'Iran avec les Israéliens. Pendant ces négociations, l'estimation américaine était qu'en fait, il n'y avait pas de bonne foi, que les Iraniens, ils ont déployé exactement la même stratégie qu'ils ont toujours utilisée depuis des décennies, d'essayer de gagner du temps, qu'ils n'avaient aucune intention de laisser tomber ni les programmes nucléaires, ni les programmes balistiques, ni leurs proxys. Donc, il y avait ces négociations. Là, moi, je pense, ce n'est pas une question de le justifier ou pas, mais je pense que ce qu'il a dans sa tête, le président américain, c'est dire maintenant, on va négocier avec un autre groupe de personnes et on va voir comment ça va se passer. Rien ne dit donc, à ce avec stade un grand point d'interrogation quand même. Pardon ? Oui, rien ne dit que cet autre groupe de personnes soit plus enclin on va voir. On va voir. Est-ce que vraiment il y aura des négociations à Islamabad ? Il y avait cette négociation, cette réunion de préparation avec les autres pays arabes en amont. Après, on va voir si vraiment les Iraniens ils vont venir à la table des négociations et si vraiment, cette fois-ci, ils sont d'accord à accepter des compromis. Je vous donne la parole dans un instant, Armin. Juste, David Delos, sur ces discussions qui se sont tenues donc, au Pakistan, entre Turquie, Égypte, Arabie Saoudite et Pakistan. La question fondamentale étant, après 5 semaines de guerre, est-ce que l'Iran, dont les Américains disaient qu'il n'était pas satisfait des capacités à discuter il y a 5 semaines, a changé, les têtes ont changé, mais la ligne n'a pas vraiment changé, donc la réponse est presque trouvée. Et est-ce que la guerre a permis un renversement du rapport de force qui serait plus favorable à Washington qu'il ne l'était fin février ? La question se pose effectivement. On peut vraiment se demander si Donald Trump est dans la réalité des faits, de la diplomatie telle qu'elle se fait normalement, du multilatéralisme tel qu'il se fait normalement. On a vraiment l'impression que Donald Trump, il compte sur le Pakistan désormais pour discuter, qu'il compte sur des négociations pour mettre un terme au plus vite à ce conflit qu'il a lui-même déclenché. Quand même pas l'oublier, mais on a vraiment l'impression qu'il n'a pas pris la mesure du degré de résistance du régime iranien. Un régime qui est organisé, on va le rappeler quand même, en mosaïque. C'est un régime extrêmement décentralisé. Alors c'est vrai qu'il y a eu un gros coup de force dès les premiers jours de la guerre. On a tout de suite touché le guide suprême, on a tout de suite touché la tête du régime des mollahs, sauf que voilà, la tête a repoussé, même si on n'a pas encore vu le nouveau guide suprême apparaître en public, mais on sent que le régime, il s'auto-alimente et il continue à rouler de façon assez mécanique, comme si effectivement on n'avait pas besoin d'avoir une figure centrale pour diriger le pays. Et je tiens à rappeler que, comme on parlait tout à l'heure du détroit d'Ormuz, la paralysie du détroit d'Ormuz, elle avait été théorisée par un certain Ali Khamenei dès 2006, il y a 20 ans. Il y a 20 ans déjà, ce pays s'attendait à cette guerre, il se préparait à cette guerre, et Ali Khamenei avait dit que la paralysie du détroit d'Ormuz était la clé de ce conflit, qu'il prévoyait, qu'il anticipait. Ça fait des années que le régime iranien se prépare à ce conflit. Désormais, on se retrouve dans une sorte d'enlisement, de bourbier
dont le président américain a du mal à sortir. Ce que la guerre semble avoir changé, Armin Arefi, côté iranien, c'est qu'elle a renforcé le poids des gardiens de la révolution au sein de la tête de la République islamique. Ça, c'est un fait, me semble-t-il. En revanche, à quel moment la République islamique, post-guerre, aurait des positions sur le balistique, sur le nucléaire, qui seraient différentes à nouveau de celles d'il y a 5 semaines ? Moi, je pense qu'elles ne le seront pas. Pour revenir déjà à la déclaration de Donald Trump, c'est quand même une vaste blague, il faut le dire. Maintenant, on parlait de Trumpisme, on peut aussi parler de fake news. Rien dans ce qui est dit n'est vérifié sur le terrain des faits. À savoir que ce n'est en rien un régime change. Il n'y a ni régime change, ni change in the regime, comme il le dit. À savoir qu'on a toujours une république islamique avec un guide suprême qui obéit aux ordres du guide de la révolution. Maintenant, il est vrai que les gardiens de la révolution qui détenaient déjà l'État iranien, c'était le véritable État dans l'État, 60% de l'économie, les plus grandes armes, aujourd'hui, sont 1 degré encore au-dessus. Ils sont très très proches du pouvoir qu'ils détiennent en vrai, mais en tout cas, la façade du pouvoir, cette façade du pouvoir qui est incarnée par le nouveau guide suprême. Mais quand bien même ils seraient pas en vie ou alors dans un état très fébrile, ils ont besoin de cette façade. Mais en fait, ce sont eux les véritables maîtres du pays. Et ceux qu'il reste, contrairement à ce que dit Donald Trump, ce sont des ultra-conservateurs. Alors ça ne veut pas dire que les précédents étaient plus enclins à discuter, même s'ils ont discuté. Il faut quand même rappeler qu'en 2015, il y a eu un accord sur le nucléaire iranien qui avait permis de restreindre considérablement les activités nucléaires iraniennes et que cet accord qui avait été autorisé par le guide suprême a été déchiré unilatéralement par Donald Trump sur les conseils de Benjamin Netanyahou, même s'il y avait aussi la volonté de détricoter l'héritage de Barack Obama. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a un plan de 15 points américains, on connaît les détails. Ce plan, encore une fois, équivaut à une capitulation de la République islamique. Sauf que la République islamique, alors je ne sais pas, je sais qu'au premier jour de la guerre, les Iraniens, déjà contre les faits fanfaronnés en disant oui, on a le temps, on va voir, on va résister, sauf que il faut quand même dire que le régime a été considérablement affaibli, il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, le ciel iranien est toujours entre les mains de l'aviation israélienne et de l'aviation américaine. Sauf que aujourd'hui, et je ne sais pas, c'est là où je voulais en venir, je ne sais pas s'ils regardent l'émission ce matin, mais je pense qu'ils ont leur analyse et ils voient très bien qu'aujourd'hui, d'un point de vue médiatico-politique, ils sont revenus en position de force parce que Hormuz, Donald Trump a toutes les peines du monde à se retirer de ce guêpier. Et comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, effectivement, s'ils veulent envoyer des troupes terrestres, il y aura des pertes américaines. Et ça fait extrêmement mal à la base MAGA de Donald Trump. Et qu'aujourd'hui, on voit poindre une nouvelle menace avec l'arrivée en scène des Houthis, qui est le détroit de Bab el-Mandeb. C'est-à-dire qu'on a 2 pays, en tout cas, un régime et un proxy qui, à moindre coût, faut pas l'oublier, ils n'ont pas l'arsenal ni l'argent ni des Américains ni des Israéliens, mais à moindre coût, ils arrivent à perturber, à bloquer, à faire monter le coût des assurances, si bien qu'ils paralysent de leur manière, l'économie mondiale. Et donc, je doute qu'ils acceptent aujourd'hui une capitulation qu'ils n'avaient pas acceptée avant même le début de la guerre, alors que, et ça sera mon dernier mot là-dessus, alors que, d'un point de vue, là aussi factuel, ni le programme nucléaire iranien, à mon sens, ni le programme balistique iranien, qui a été quand même considérablement dégradé par la guerre des 12 jours israélienne, ne constituait une véritable menace, ni pour les Américains, ni pour Israël à ce stade. C'était avant tout une opportunité stratégique. Rina Bassist, alors une fois qu'on a dit tout ça, que fait-on de ces menaces américaines d'intervention au sol ? Armin rappelait tout à l'heure que le nombre de soldats dont on parle, quelques milliers, disons une petite dizaine de milliers de soldats américains, éventuellement pour se saisir, c'est très éventuel, de l'île de Rak, donc par lequel sort la quasi-intégralité du pétrole iranien. Risque politique énorme, risque militaire très important aussi. Est-ce qu'il faut prendre cette menace d'intervention au sérieux ? Siavash Ghazi, tout à l'heure depuis Téhéran, nous disait que les Iraniens n'y croient pas. Bon, je crois que l'administration américaine a clairement un problème parce que, certes, ils ont accepté maintenant d'entrer dans des négociations, mais si jamais on voit que les Iraniens, en fait, arrivent à la table, mais avec aucune volonté de négocier, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? Est-ce qu'on laisse tout tomber ? Est-ce que le président américain va se retirer ? Il dit, bon, d'accord, ils ne sont pas d'accord il est piégé, quoi, de négocier. On va les laisser avec leur programme nucléaire, on va les laisser avec leur programme des missiles, on va les laisser avec les détroits d'Ormuz. Ça sera impossible. Moi, je pense que si vraiment on arrive dans une telle situation... a priori, ils vont laisser la chance quand même aux négociations d'abord. Mais si jamais on arrive à une telle situation où les Américains à nouveau constatent qu'il n'y a aucune volonté de la part des Iraniens
à entrer dans un vrai accord pour arrêter tout simplement tous ces menaces. En ce cas, bien sûr, il va choisir une opération sur le terrain. Maintenant, il a plusieurs possibilités. Moi, je pense que la possibilité qui sera choisie, ce ne sera pas tellement un choix stratégique, si vous voulez, mais un choix par rapport à là où il peut réussir. Là où les conseillers militaires et ses commandants vont dire, cette opération-là, on peut le faire sans trop, c'est toujours trop, bien sûr, de victimes côté américain. Et donc, il y aura un choix qui sera fait. Et là où ils peuvent, comme les Américains aiment bien, entrer, faire leur truc et sortir rapidement pour avoir cette photo de victoire qu'ils peuvent justement montrer à ces électorats. Bon, l'histoire a montré que parfois ça ne fonctionne pas de façon éclair comme les Américains le voudraient. Peut-être là-dessus, sur des manœuvres au sol américaines, Joseph Baoud, vous y croyez-vous ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le président a aujourd'hui le choix entre deux possibilités qui sont l'une pire que l'autre. Je crois qu'on l'a tous dit d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire le choix de se retirer en déclarant victoire qui va être un coup énorme au niveau politique intérieur américain et international. Et le choix, je ne vois vraiment pas, enfin je ne suis pas un expert militaire, mais je ne vois vraiment pas quelles seraient les options militaires terrestres qui pourraient être sans coup. Je crois qu'à partir du moment où il y aura des forces sur le sol iranien, que ce soit sur l'île de Kharg ou ailleurs, je crois qu'on va rentrer dans une boucherie humaine assez considérable. Et je crois que pour Donald Trump, ce sera le début de ce qu'on appelle, de ce qu'eux-mêmes appellent, les États-Unis appellent souvent le fameux slippery slope, c'est-à-dire la pente glissante vers laquelle ils seront entraînés dans une guerre d'enlisement. Et je ne suis pas sûr, sans faire d'analyse d'intention, que ce ne soit pas non plus la préférence des Iraniens aussi, c'est-à-dire de les attirer un tout petit peu sur un terrain sur lequel à la limite, la puissance américaine deviendrait beaucoup moins, je dirais, supérieure en termes technologiques, en termes de force de frappe, etc. Sur la négociation, un mot, si vous permettez. Bon, d'abord, on est en train de dire ou de parler comme si on était en train de préparer des négociations. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'affairage, enfin disons de gesticulation de la part de la Turquie, de l'Égypte, du Pakistan et peut-être d'autres pays pour essayer d'arrêter le feu parce qu'ils en sont eux-mêmes effrayés. Mais cette tentative, en fait, aujourd'hui, elle est uniquement au stade de l'échange de messages indirects entre les deux parties. Il n'y a pas encore eu de négociation. Oui. S'il y a négociation, et vous l'avez, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Armin, il y a 15 points américains quand vous les lisez, qui en fait équivalent à quelque chose qui était déjà inacceptable avant la guerre. Aujourd'hui, ils sont encore moins acceptables pour l'Iran qui considère qu'il a payé un prix énorme et que son régime est évidemment radicalisé aujourd'hui et endurci. Il n'est pas question pour eux de les accepter. Ils ont répondu par 5 points. On ne l'a pas dit, mais si vous lisez les 5 points, ils ont mis la barre encore beaucoup plus haut. Ils parlent d'abord de compensation financière sur toutes les destructions qui ont été faites. On n'est même plus au stade de la levée des sanctions, on est beaucoup plus loin. Ils parlent de la reconnaissance définitive et formelle, légale, de leur souveraineté sur le détroit d'Ormuz, ce qui pour les Américains serait une défaite absolue. Et ils parlent d'un cessez-le-feu ou d'une paix durable sur l'ensemble du Moyen-Orient, c'est-à-dire sur des fronts où Israël a le dernier mot, à savoir le Liban, on n'en a pas parlé, et c'est là où on n'a pas encore parlé d'autres acteurs qui n'ont pas intérêt à la négociation aujourd'hui. Israël au premier chef qui a déjà dit qu'elle ne serait pas disons, impliquée dans une tentative de déescalade et que pour elle, la guerre continuera, en tout cas sur le front libanais, et les pays du Golfe aujourd'hui qui jouent un jeu très trouble, en tout cas certains d'entre eux, comme les Émirats, un tout petit peu l'Arabie saoudite, qui n'ont pas envie de se retrouver avec un Iran qui émerge plus ou moins intouché de cette guerre, même s'il a évidemment reçu des pertes et subi des pertes énormes, mais ils n'ont pas envie de se retrouver avec un régime dont la seule arme à partir de maintenant deviendra la déstabilisation de la région pour continuer à exister. Donc on est dans une logique qui n'est pas du tout celle de la négociation, même si, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, le monde dans lequel Donald Trump vit est le monde de Donald Trump. Ouais, tout à fait. Il crée une réalité à partir d'un verbe
Et ils croient que c'est comme ça que les choses marchent. Et Or, le monde réel n'est pas comme ça. Et ce n'est pas non plus forcément celui du Premier ministre Netanyahou, Rina Bassis, parce que les positions maximalistes qu'a rappelé à l'instant Joseph Baout de la République islamique sont inacceptables en l'état pour l'État hébreu. Mais je crois que ça doit être inacceptable pour tout le monde dans le monde libre. Et on oublie ici quelque chose quand même, que cette guerre a révélé au grand jour. Les Iraniens n'avaient aucune intention, jamais, de renoncer à leur programme nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose que le monde libre est prêt à accepter? Voilà, c'est une question qui doit concerner non seulement les Américains, mais aussi nous en Europe. Est-ce que le monde libre est prêt à accepter un Iran qui continue à développer et à produire des missiles balistiques? Est-ce que le monde est d'accord que l'Iran va continuer à accepter des organisations terroristes qui opèrent non seulement au Liban, bien sûr, au Yémen, mais aussi sur le sol européen? C'est une grande question à poser. Donc, c'est très facile à dire. Bien sûr, le président américain, il vit dans son monde, mais il y a aussi la réalité sur place. Et la réalité est qu'il y a un régime dictatorial qui a tué au moins 30 000 personnes, si pas plus, et qui est prêt à continuer avec tous ces programmes qui vont affecter non seulement les Iraniens, les pauvres Iraniens qui souffrent encore, mais le monde entier. Donc là, certes, les Américains, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils se trouvent dans une situation très difficile, mais on ne peut pas dire tout simplement il faut accepter toutes les conditions iraniennes parce qu'eux, ils ne vont pas céder. Donc, comme ils ne vont pas céder, il faut accepter. Non, ce qui n'est pas mon propos. Hein. Je voudrais juste dire par rapport, parce que c'est très intéressant ce que vient de dire Rina Bassis, je pense qu'on est d'accord. Alors, moi, je suis d'accord sur tout ce qu'il vient de dire, sauf à ceci près que, encore une fois, depuis la guerre des 12 jours, l'Iran n'enrichissait plus l'uranium. Ses capacités avaient été durablement retardées de plusieurs années. Et la seule chose qui reste, ce sont les fameux 400 grammes d'uranium hautement enrichi. 400 kilos. 400 kilogrammes, exactement, pardon. Dont on sait d'ailleurs où il se trouve. Et c'est un des enjeux des discussions. D'ailleurs, c'est peut-être un des objectifs de troupes américaines qui pourraient débarquer sur le sol iranien si cela était vérifié. Mais il ne faut pas confondre la nature du régime, qui ne fait aucun doute. Le fait qu'ils ont massacré leur population, ce n'est pas nouveau depuis maintenant 47 ans, et encore plus au cours des 17 dernières années. Et la réalité du terrain. Tout le monde disait, les experts de l'Iran, y compris d'ailleurs en Israël, disaient qu'une opération aussi mal préparée avec des objectifs aussi flous n'allait que renforcer, en tout cas, l'appareil dur au sein du régime, à savoir les gardiens de la révolution. Et aujourd'hui, et j'en veux pour preuve que beaucoup d'Iraniens avec lesquels je continue à discuter, même si c'est très difficile parce qu'Internet est coupé depuis 30 jours, sont complètement perdus, déchirés, parce qu'ils détestent ce régime et ils se satisfont de l'élimination de l'assassinat de tel ou tel leader. Il faisait la fête au moment de la mort de l'ayatollah Khamenei. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont des bombes qui tombent. Ce sont des enfants de 12 ans que les gardiens de la Révolution appellent à réaliser des checkpoints. Et dernière chose, ils ne sortent pas dans la rue parce qu'ils sont terrorisés. Ils voient leur pays qui est détruit au-delà même des cibles d'ailleurs militaires. Il y a quand même eu hier soir une grande coupure dans tout Téhéran d'électricité après qu'une centrale d'électricité iranienne a été visée. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il ne faut pas confondre la nature du régime et je pense d'ailleurs que sur ce plateau, personne ne se satisfait du régime en disant « Oh, cocorico, super !» Enfin, une façon de parler. Le régime iranien est encore droit dans ses bottes et installé, ce qui est faux. Et je veux dire, la réalité des faits, la réalité stratégique. Et là, se pose la question, en fait, de l'objectif aujourd'hui israélien. Moi, c'est la question qui m'intéresse le plus, l'objectif de guerre israélien. Quand on discute avec les Israéliens, ils nous disent que c'est peu ou prou les mêmes objectifs que les Américains, à savoir le nucléaire retardé, c'est gagné. Le balistique affaiblir, c'est en cours. La fin du soutien de l'Iran à ses proxys, c'est plus ou moins le cas, même si là, on a l'ouverture d'un nouveau front avec les Houthis. Et par ailleurs, il faut aussi le rappeler que le Hezbollah tire sans retenue chaque jour dans le nord d'Israël, comme il ne l'a pas fait au moment de la guerre des 12 jours, et même comme il ne l'a pas fait au moment de la guerre d'octobre 2024. Jamais avec un tel arsenal, une telle puissance de feu, avec des pertes au niveau israélien. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que, malgré tout ça, tout cela étant dit, aujourd'hui, on voit très bien que ce n'est pas de la fin du régime dont il est question aussi bien chez Donald Trump que même Benjamin Netanyahou, au-delà de son discours politique. Ce que fait aujourd'hui Israël, ce que continue à faire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas intérêt à, en tout cas moins que Donald Trump, à sortir de cette guerre, c'est d'affaiblir au maximum un régime, et c'est ce qui arrive chaque jour davantage, même si ça ne signifie pas
qu'il va être renversé. D'ailleurs, je pense que les Israéliens sont assez lucides là-dessus. Sur les buts de guerre israéliens sur l'Iran, Rina Baptiste, et après on va parler du front libanais. Oui, je crois que les Israéliens vont voir ça d'un autre œil. Le programme nucléaire n'est pas du tout terminé. Il y a les 400 kilos, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et ils ont encore la capacité aussi de relancer leur programme. Et ils veulent le faire. C'est ça d'abord. La question des missiles balistiques, certes, il y avait énormément qui étaient détruits, mais des missiles tombent sur les Israéliens. Et donc ça, ce n'est pas du tout encore terminé. Et bien sûr, la question des proxys est loin d'être réglée au-delà. Et donc, je crois que côté israélien, non, on n'est pas encore à ce stade-là où on peut dire, ça y est, l'Iran ne représente plus une menace. Une république islamique qui n'a cessé depuis sa création d'appeler à la destruction, faut-il le rappeler, d'Israël. Est-ce que le consensus dans la société israélienne est le même sur le front iranien que sur le front Hezbollah ? Oui, je crois que pour l'instant, même s'il faut séparer, ce sont deux choses, parce que l'expérience de la République israélienne est très différente. Et on vit avec cette menace de Hezbollah était beaucoup plus présente, si vous voulez, sur le terrain depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, avec des générations, en fait, des enfants qui ont grandi avec des roquettes tirées du sud du Liban, qui avaient l'habitude déjà d'aller dans l'abri. Donc, c'est une réalité qui est très différente de la réalité de l'Iran, qui s'est révélée de façon opérationnelle, vraiment, et pas virtuelle comme une menace nucléaire qu'on comprend, mais qu'on ne le voit pas, que depuis le 7 octobre. Donc, il y a deux expériences qui sont différentes. Le gouvernement israélien a pris, depuis le 7 octobre, cette décision d'intolérance zéro. Et il y avait aussi une autre décision qui a été prise au début de cette guerre, qui était de ne pas évacuer tous les résidents du nord d'Israël. À la différence de ce qui était est une décision aussi politique donc que là, symbolique. c'est une décision aussi stratégique et politique, parce qu'au moment où on décide ça, ça veut dire qu'il faut arrêter les tirs, parce que les résidents sont toujours là. Précisément, peut-être David, là-dessus, sur le front libanais d'Israël, là pour le coup, les objectifs, en tout cas, le gouvernement israélien affiche une cohérence qui manque peut-être parfois à Donald Trump, et elle assume sa stratégie, c'est création de cette zone tampon au sud Liban, donc sous le fleuve Litanie. La question étant celle de la souveraineté territoriale. Voilà. Et de la durée. De la durée de l'opération. Une histoire que connaissent déjà bien les Libanais. Absolument, oui. Décidément, effectivement, les Libanais cristallisent un petit peu les failles les failles telluriques qui secouent cette région. C'est vrai qu'on aurait pu se demander si Israël n'aurait pas pu juste retenir un petit peu sa main, mais on a l'impression réellement que Israël avait prévu justement ce déploiement. Forcément, quand on réfléchit à la façon dont les choses se sont faites, quand on attaque l'Iran, ces proxys vont se manifester. Et donc c'est le Hezbollah qui a rouvert le feu en premier contre les Israéliens 3 jours après. Ça devait forcément déclencher quelque chose chez le Hezbollah, qui est un des mouvements les plus favorables au... pardon, non, c'est juste les Hezbollah n'ont pas pris cette décision la guerre passée. Il y avait une décision très assumée cette fois qui est arrivée tout de suite. Donc, on n'est pas exactement dans la même situation qu'on était avant. Il y avait une décision de Hezbollah de déployer, de ramener aussi des militants qui étaient de l'autre côté de la rivière de Litanie, justement pour combattre Israël, cette fois-ci, d'ouvrir cette front qui n'était pas forcément tellement ouvert par ce niveau-là avant. Donc, une décision de Téhéran, c'est ça ce que vous voulez dire ? Comment ça ? Une décision de Téhéran cette fois-ci. De Téhéran, mais de Hezbollah aussi, qui s'est pas lancé la fois passée. Oui. Ce que vous disiez, c'est que le scénario que l'on voit aujourd'hui était assez prévisible. La réaction des uns voilà, des tout à autres. fait. D'ailleurs, en ce sens, c'est la réaction des Houthis qui a tardé, a priori, quand on y réfléchit bien. On se demande pourquoi les rebelles yéménites ne sont pas entrés dans cette danse, entre guillemets, dès le début des hostilités. Moi, ce que je note, en tout cas, c'est le niveau
d'impréparation. Alors, sur le front libanais, je trouve que les choses, effectivement, sont extrêmement cadrées, que Israël sait ce qu'il fait. Disons dans le discours. Voilà, voilà, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Donc ça, il y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que sur le front iranien, on a vraiment un sentiment d'impréparation totale. Je rappelle que le nom de code de cette opération, c'est Epic Fury. Donc on s'était déjà beaucoup moqué du côté très enfantin de ce nom de code. Mais aujourd'hui, il est détourné. On commence à l'appeler Epic. Je vais pas le dire à l'antenne parce que c'est un gros mot. Donc voilà, c'est le F-word, Epic F-word. Donc c'est ce qui se dit en tout cas dans les allées de Washington aujourd'hui. C'est dire à quel point l'opération est considérée comme, si ce n'est un échec, en tout cas pas une réussite. Sur le front libanais, en tout cas anti-Hezbollah, rouvert donc par l'entrée en guerre du Hezbollah contre Israël 3 jours après le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Joseph Baoud, puisque vous êtes à Beyrouth aujourd'hui, est-ce qu'on va vers une occupation israélienne longue durée, comme le Liban l'a déjà connu dans le début des années 80, faut-il le rappeler, qui a été le terreau sur lequel la République islamique a permis la naissance du Hezbollah, jusqu'où vont aller les forces israéliennes, sous quel statut et que vont devenir les Libanais qui vivaient jusqu'ici sous le Litani? Ça fait plusieurs questions, mais j'avais envie de rentrer dans le débat qui a eu les dernières minutes pour redire certaines choses. D'abord, premier point, rapidement. Je crois que les buts de guerre pour Israël, que ce soit sur l'Iran ou sur le Hezbollah, sont légèrement différents, même si c'est un même camp des alliés, les Américains et les Israéliens, mais ils sont légèrement différents. Je crois que tout le monde est conscient ici, sur ce plateau et ailleurs, que pour Israël, il s'agit de continuer c'est un peu la poursuite de la guerre qui a commencé le 7 octobre. C'est-à-dire tout ça fait partie, de la même campagne ou de la même guerre qui est, vous l'avez dit, tolérance zéro, changer l'équation stratégique au Moyen-Orient. À mon avis, ça passe par la nécessité de changer le régime en Iran et d'éradiquer le Hezbollah. Une fois qu'on a dit ça, se pose la question du comment, est-ce que c'est faisable, mais c'est un autre débat. Premier point. Deuxième point, sur le front libanais, comme vous l'avez dit, mais je crois qu'il faut le rappeler aussi, parce qu'on a tendance à prendre des dates un tout petit peu arbitraires. Depuis l'accord de cessation des hostilités le 27 novembre 2024, 1 an et demi depuis ce jour, Israël n'a jamais cessé ses opérations au Liban. Il y a eu pratiquement 4 ou 5 raids par jour. Et le Hezbollah non plus n'a pas respecté ses engagements. Je vais finir. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu un seul projectile tiré depuis le 27 novembre jusqu'au 2 mars 2026. Il n'y a pas eu un seul projectile. Il y a eu tentative par l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah au sud du Litani, qui a été agréé par le CENTCOM américain lui-même, qui a dit que le désarmement a été fait. Et on se rend compte le 3 mars 2026 que le Hezbollah a gardé sa capacité effectivement à se déployer au sud Liban, au sud du Litani, et à tirer de nouveau des roquettes sur Israël. La question est ou le point est que, de toute façon, depuis le 27 novembre 2024, pour les Libanais et pour les Israéliens, je crois qu'il ne fait aucun doute que la guerre allait reprendre. Qu'elle reprenne en parallèle avec l'Iran ou qu'elle reprenne toute seule, la question était de toute façon posée. Il y avait la guerre. Je signale par ailleurs que la guerre des 12 jours en juin 2025, le Hezbollah n'a rien fait parce que ce n'était pas le même type de guerre. Aujourd'hui, tout le monde est conscient dans la région, que ce soit les Israéliens, que ce soit les Libanais, ou les Iraniens, ou même les États du Golfe, connaît aujourd'hui dans pratiquement ce qu'on pourrait appeler la guerre finale. C'est-à-dire que de là va émerger un nouvel ordre au Moyen-Orient, et c'est dans ce sens-là, probablement, que le Hezbollah est rentré avec cette puissance dans la guerre, puisqu'il s'agit pour lui d'abord d'essayer de sauver l'Iran, bien entendu, mais surtout de sauver sa tête lui-même, parce que c'est maintenant l'existence même du Hezbollah qui est mise en jeu au Liban. À partir de là, on peut comprendre le plan de guerre israélien, c'est-à-dire l'occupation du terrain au sud du Litani, probablement en 2 phases ou en 2 parties, une occupation directe le long de la frontière, 5 à 8 kilomètres qui seront complètement détruits et occupés pour un moment,
et puis un contrôle indirect jusqu'au sud du Litanie avec évidement complètement de la population, évacuation forcée de la population qui est aujourd'hui au nord du Litanie. De là, on passe à la réalité sociale et politique du Liban à l'intérieur, qui n'a plus rien à voir avec la guerre en Iran, qui va continuer après la guerre en Iran et qui va devenir un problème libano-libanais. Il y a aujourd'hui 1 million de personnes, je ne parle pas de leur appartenance communautaire, mais 1 million de Libanais qui sont au nord de la zone qui est sur votre carte hachurée en rouge, qui sont aujourd'hui déplacés vers le nord du Liban, qui vont constituer une sorte de bombe à retardement sociologique, économique et plus tard politique, avec probablement le risque, et c'est peut-être un des buts de guerre israéliens, de provoquer des clashs à l'intérieur de la zone, je dirais, non occupée par Israël, pour pousser le gouvernement libanais et peut-être d'autres forces au Liban à elles-mêmes traiter la question du Hezbollah par la force. C'est ça aujourd'hui le vrai risque qui se pose au Liban. C'est-à-dire qu'il y a un choix pratiquement cornélien entre la guerre avec Israël et la guerre en interne pour résoudre la question du Hezbollah. Quand je disais que le Hezbollah n'avait pas respecté ses engagements, je parlais précisément de la question du désarmement. Mais précisément, on a une illustration, on a une illustration ces derniers jours du blocage quasi total dans lequel se trouve le Liban. Les autorités libanaises ont voulu expulser l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth et le Hezbollah s'y est opposé. Et il va rester. Et le président de la Chambre. Et il va rester. Oui, ça fait des années que l'on sait que un peu comme les gardiens de la révolution en Iran, même si c'est au sein du même régime, le Hezbollah constitue un État dans l'État. Même maintenant, il faut quand même rappeler, et c'est ça quand même c'est l'ironie de l'histoire, que le Hezbollah est devenu un État dans l'État, qu'il a eu des tentations hégémoniques. Aujourd'hui, c'est toujours, malgré son affaiblissement, le parti le plus puissant au Liban. Mais le Hezbollah n'est pas venu nulle part. Le Hezbollah a été créé au sein de la communauté chiite, avec l'aide des gardiens de la révolution iranienne, en réponse à l'invasion israélienne de 1982. Qui voulait exporter la révolution. Qui voulait exporter effectivement la révolution islamique. D'où aujourd'hui leur réponse inexorable, dans le sens où ils respectaient au plus haut point le guide suprême iranien Ali Khamenei. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se fie, pour revenir aux faits, à la fin et au cessez-le-feu de novembre 2024, le Hezbollah a été affaibli, son appareil militaire et politique a été décapité, mais force est de constater qu'il a conservé, malgré les efforts de l'armée israélienne pour le désarmer, une partie de ses capacités au sud du Litanie, en violation de l'accord du cessez-le-feu. Maintenant, il faut aussi rappeler de l'autre côté, comme l'a dit justement Joseph Baou, que ce sont quand même 12 000 violations du cessez-le-feu par l'armée israélienne qui se sont poursuivies après le cessez-le-feu de novembre 2024, et que, au prétexte que, d'après les Israéliens, le Hezbollah n'avait pas désarmé, donc il se réservait la liberté de faire des pinpoint strikes, c'est-à-dire des frappes ciblées sur des éléments du Hezbollah. Et donc, d'une certaine manière, pour le Liban et les Libanais, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Maintenant, dernier aspect qui est important de souligner, est-ce que c'est en réoccupant que les Israéliens vont réussir à désarmer le Hezbollah? Et là, encore une fois, force est de constater que derrière la question du désarmement et de la sécurité d'Israël, il y a aussi une question politique qui est liée à une possible occupation, voire une recolonisation. C'est une question, en tout cas, qui est évoquée à moitié couvert par certains ministres du gouvernement israélien, dont le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, même si celui-ci n'est pas aux ordres, en tout cas dans cette guerre, ce n'est pas lui qui est en charge, mais en tout cas quand on écoute les déclarations du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, il parle d'une occupation de longue durée. Et quand on regarde pas de colonisation, d'occupation de longue durée. D'occupation sur le territoire de longue durée, pendant des mois, voire plus. Et derrière ça, il y a quand même cette idée aujourd'hui qui est que Israël, profitant de sa suprématie militaire dans la région, avance sur le terrain, ne va pas vers des paix diplomatiques. C'est ce que soulignait pas mal, notamment l'ambassadeur du Liban en France et d'autres diplomates libanais qui disaient que le problème dans la question aujourd'hui, c'est que les autorités légitimes libanaises sont complètement écartées du jeu. Et de l'autre côté, on a quand même la crainte qu'avec cette réoccupation, un peu à l'image de ce qui s'était passé dans les années 70, c'est-à-dire la volonté israélienne de désarmer et d'expulser l'organisation de libération de la Palestine, Israël parvienne à affaiblir le Hezbollah, mais ne
parviennent pas à créer de véritables paix durables et au contraire favorisent l'émergence de nouveaux mouvements. Je voudrais donner la parole à Rina Bassis pour conclure sur cette expression de guerre finale qu'a utilisée Joseph Baout. Est-ce que côté israélien, on sait qu'après le 7 octobre, il avait quelque chose de l'ordre d'existentiel. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit ça aussi? Guerre finale dans laquelle... à la fin, théoriquement, tous les acteurs auront soit gagné, auront été soit laminés, soit seront vainqueurs. Non, pas du tout. Surtout pas sur l'Iran. Je crois que les Israéliens sont extrêmement lucides. Au moment où le président américain va décider que c'est terminé, ça va être terminé. Et dans la sur tête le front iranien. Voilà, sur le front iranien, je parle. Dans la tête de beaucoup d'Israéliens, on dit oui, il y aura une autre guerre. C'est forcé parce que si on reste avec le même régime, s'il n'y aura pas un changement de régime, parce que ça peut encore arriver après la guerre. On espère que ça va arriver, mais si ça ne va pas arriver, on va rester. Donc ce régime-là, il y aura une autre guerre. Il y aura une autre guerre parce qu'on va rester avec les mêmes ambitions. La question de Hezbollah est différente. Mon collègue a parlé d'un choix cornélien, mais le gouvernement libanais a fait son choix, au moins au niveau politique, disons que l'armée militaire de Hezbollah est illégale. Le problème est qu'ils se sont précipités à dire ça y est, on a désarmé Hezbollah au sud de Liban, ce qui n'était pas du tout le cas. On a maintenant la preuve. On ne m'a même pas parlé de... mes collègues ont parlé de que Hezbollah a préservé ses capacités. Ce n'est pas du tout ça. Hezbollah a reconstitué et renforcé ses capacités. C'est ça le problème. Donc là, si, je crois qu'il y a une volonté israélienne d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, eh bien, on en reparlera, c'est certain, après que ce conflit entre dans sa 5e semaine ce lundi. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion. On aurait pu, bien sûr, continuer à en parler longtemps. Merci beaucoup, Joseph Baout, depuis Beyrouth. Armin Arefi, on vous lit dans Le Point. Rina Bassis, rédactrice pour Al Monitor, et puis correspondante pour la radio israélienne Cannes. David Delos, vous étiez ici chez vous. Je me dépêche, on est en retard. À tout à l'heure.